Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, accompagnée d'un invité que j'apprécie beaucoup, c'est Mika Donisso. Bonjour Mika. Bonjour Mélanie et merci de m'avoir invité aujourd'hui, ça me fait vraiment plaisir. Avec un immense plaisir. Nous sommes rencontrés cette année puisque j'avais embarqué dans l'aventure accélérateur de business que toi tu proposes. Exact. Et puis je m'étais offert la formule de luxe. La formule premium, comme on dit, oui. Ouais, de te prendre en plus comme coach pour m'accompagner dans ce cheminement. Et puis ça a été vraiment une belle rencontre. Humainement, tu es quelqu'un que j'apprécie vraiment beaucoup. Et puis au fur et à mesure de nos séances, s'est créé, je pourrais dire, une forme d'amitié. Et du coup, vraiment, ce soir, je suis ravie de te faire aussi, qu'en tout cas mes auditeurs et mes auditrices puissent te rencontrer. Donc, j'en suis ravie. Merci à toi. Je dirais que c'est créer une relation d'âme. En fait, hein, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que c'est quand même assez rare. Hein, je tiens à le signaler, mais c'est vrai que de par d'abord ton engagement et ta manière de voir le monde, ta manière de voir la vie, ta philosophie, enfin tout ça, ça a créé une énorme synergie. Et vraiment, je suis vraiment très heureux, en tout cas, d'avoir croisé ton chemin dans cette vie. Merci, je reçois. Alors, je pense que voilà, aujourd'hui, tu as une communauté qui est gigantesque sur YouTube. Tu es très présent sur les réseaux sociaux. À toujours véhiculer aussi ce que tu penses, ta perspective que tu as sur le monde, sur ce qui se passe aussi depuis maintenant des années. J'aimerais qu'on revienne sur ton parcours et ce que tu offres au monde aujourd'hui parce que je te trouve très avant-gardiste. Tu as été là avant même que tout le monde soit vraiment, sur des formations à distance, ou en tout cas de l'accompagnement à distance, parce que tu habites aussi très loin de la France. Donc j'aimerais vraiment que tu reviennes un peu nous expliquer tout ce cheminement pour en arriver là aujourd'hui. D'accord, je commence à partir de où? Je pense que tu peux remonter assez loin, mais là où ça prend, là où il y a la source qui, je sais pas, là où ça prend du sens, quoi. Ok, bah là où ça prend sens, on va dire que ça a commencé à prendre sens en 1990. Tu vois, donc j'avais 19 ans. Et en 1990, à l'époque, j'ai fait une formation avec Jean-Pierre et Harouna Le Gouguec, une formation en conseiller en relations humaines. Et ça a duré 3 ans. Donc c'était en présentiel, hein, il n'y avait pas de Zoom, il n'y avait pas de distance, etc. Donc il fallait qu'on y aille et tout ça. Et à partir de là, en même temps, c'était cette même année où j'ai décidé de cheminer pour aller en Inde, passer plusieurs mois là-bas, revenir, etc., pour aller à la rencontre de qui j'étais. Je me suis pas trouvé quand j'y étais, hein, pas sur le coup. Mais bon, c'était ça, c'était encore l'époque, aller à la recherche de soi par le voyage, le vrai. Et puis à l'issue de ces 3 ans et de ces voyages en Inde, et puis de ces vies en ashram aussi que j'ai fait en Inde, j'avais commencé à vouloir monter mon premier institut. Ça s'appelait IDEPSY, Institut d'études de psychologie et de yoga traditionnel. Ça n'a pas fonctionné en fait. En vrai, ça a marché, mais j'avais pas les moyens. Vraiment, j'étais jeune aussi, j'étais insouciant, etc. Et ça m'a mis un choc parce que c'était vraiment mon rêve d'accompagner déjà, de pouvoir essayer, entre guillemets, de vouloir changer le monde parce que j'avais envie de me changer moi-même, parce que je me sentais pas à ma place, etc. Et donc, ça a pas fonctionné. Et là, j'ai eu ça m'a mis un coup de choc. C'est comme quand tu n'arrives pas à réaliser ton rêve, tout de suite, tu peux tomber un peu plus bas. Et de là, entre-temps, je suis venu ici en Indonésie, hein, puisque je suis arrivé ici aussi à la même période, après, à peu près pareil. Et de là, j'ai commencé ici à me dire, tiens, comment faire pour accompagner. On en a monté, donc là, je vais faire un grand saut, parce qu'entre-temps, j'ai fait quelques accompagnements, quelques séminaires par-ci par-là, des accompagnements à gauche, à droite, mais il n'y avait rien de structuré, quoi. Et on va dire que dans les années 2003, je commençais à faire des séminaires ici auprès des entrepreneurs qu'on commençait à accrocher. Je me suis dit, tiens, comment faire pour les aider à vraiment faire leur transition, en fait. Parce que chaque entreprise, à un moment donné, a des cycles, hein, comme tu as pu le voir dans l'accélérateur de business, et qu'on le veuille ou pas, on passe ces cycles.
Et si on n'est pas présent dans ces cycles et si on fait pas attention, à ce moment-là, l'entreprise elle coule, tout simplement. Et toutes les entreprises ont des cycles. Nous-mêmes, aujourd'hui, on est dans un cycle à Solid Mind. Pendant que je te parle, on est vraiment dans un cycle et on se réinvente en totalité. Donc 2023, Solid Mind qui était en 2022, 21, 20, etc. n'existera plus. Et on change. On garde notre message, mais on est obligé de changer de direction et de manière de faire. Et là où ça a vraiment pris de l'essor, on va dire que ça a commencé en 2008 avec la fondation en 2006 exactement. En 2008, on l'a démarré. Mais l'organisation internationale de formation de formateurs s'appelait ICOPRO, International Canyoning Organization for Professionals. Et donc 97 pays, 18 000 membres aujourd'hui. Et donc il y avait 23 formations pour professionnels. Professionnels de canyoning, hein, donc pour leur apprendre à devenir assistant, instructeur, formateur d'instructeur, head training master, etc. Et ça a vraiment très très bien fonctionné. J'ai revendu l'organisation en décembre 2020, oui, juste avant le Covid, parce que je pouvais plus tout gérer entre ICOPRO et Solid Mind que j'avais là. Entre temps, en même temps, Solid Mind avait été créé aussi à la même époque. Et donc Solid Mind avait comme mission de vraiment d'accompagner justement ces transitions de vie professionnelle, relationnelle, spirituelle et psychologique. Et si tu veux, dans un premier temps, il y a eu différentes voies qui ont été prises auprès de l'entreprise. Ça n'a pas été facile puisque quand j'ai démarré, c'était aussi assez compliqué. J'habite Bali, mon audience principale. Je regardais ce matin, j'ai encore les chiffres devant moi, 70% la France, tu vois. Après, c'est présent aussi au Canada, en Belgique, etc. Et donc ça n'a pas été si évident. Pourquoi ? Parce que il faut connaître les règles, les lois d'internet tout simplement. Et comme moi j'ai beaucoup travaillé en présentiel toute ma vie, ça a été au début un petit peu difficile. Seulement quand j'ai vu que ça fonctionnait pas, c'est la première fois que je me suis mis devant une caméra, c'était une catastrophe. J'ai dit tout de suite, c'était très très difficile. J'aimais pas entendre ma voix, j'aimais pas entendre mon regard. Et d'ailleurs, ça a donné lieu à cette première formation de self-mastery où je démarre la formation en demandant aux gens de s'enregistrer avec une vidéo parce que j'ai compris effectivement qu'on passe le plus clair de notre temps sans s'entendre et sans se voir vraiment. Enfin, on est la dernière personne. Enfin, on connaît pas nos mimiques puisqu'on les imagine et on se voit pas. Et donc, de fil en aiguille, je me suis formé énormément auprès de Tony Robbins et de Brendon Burchard particulièrement pour pouvoir justement faire face aussi à ces craintes, à ces peurs qu'on peut avoir sur les réseaux, de la communication, etc. Et de par mon expérience avec l'organisation internationale de Canyon et de par ma formation de formateur aussi, ça a permis en fait de générer une très forte confiance en moi. Et puis de développer aussi petit à petit un plus grand charisme aussi pour pouvoir justement, parce que en ligne on a besoin de ce charisme qui n'est pas inné, faut savoir, un charisme ça s'apprend, faut vraiment le savoir, c'est quelque chose qui s'apprend. Pour faire une parenthèse, ça s'apprend dès que t'es au clair avec toi-même et que tu deviens authentique, t'as du charisme, puisque c'est ton charisme naturel qui ressort. Voilà, c'est juste la parenthèse, ça va pas plus loin que ça. Il suffit d'être ok avec soi, avec tout ce qu'on a, avec nos défauts, avec nos bugs, etc. Et tout passe bien. Et puis voilà, et donc de là, Solid Mind a été créé et petit à petit, on n'a jamais, je sais pas si ça peut aider ton audience, mais la vision principale, ça a toujours été de regarder sur du long terme et jamais sur du court terme. C'est ce qui fait vraiment la différence. C'est-à-dire ne pas penser au one shoot, ne pas penser à là tout de suite, mais vraiment sur du long terme. Et nous, notre mission, quelque part, sans être prétentieux, mais c'est vraiment se dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour créer un impact dans le monde, créer un impact dans la vie des personnes qu'on rencontre, soit les professionnels ou les particuliers. De quelle manière est-ce qu'on peut le faire ? Et ça a toujours été ça. Et dans cette philosophie de travailler moins mais mieux et d'être vraiment raccord avec ce qui nous tient le plus à cœur, quoi. Merci pour cette rétrospective et tout ce cheminement. Aujourd'hui, c'est quoi je pense que c'est important de remettre vraiment des mots sur c'est quoi le grand message de Solid Mind.
Le grand message de Soul in the Mind aujourd'hui, c'est simple, c'est que alors ça tombe bien parce que on fait notre transition aussi, hein, on la démarre là ce mois-ci et ça va durer jusqu'en avril. C'est vraiment d'accompagner les transitions de vie relationnelle, professionnelle, psychologique et spirituelle. Surtout aujourd'hui plus que jamais, on vit des crises successives. On est dans une grosse turbulence énergétique dans le monde dans lequel on vit. Les entreprises sont bousculées, mais qui dit entreprise dit entrepreneur. Et qu'on le veuille ou pas, un entrepreneur, pour maintenir son entreprise, c'est 80% de psychologie, tout le reste c'est que de la technique, etc. Mais si l'entrepreneur en tant que tel, psychologiquement, il est pas serein, son entreprise n'ira pas. Ça part toujours, c'est de la confiance en soi, de vouloir pas vouloir faire les choses. Enfin voilà, on est toujours dans cette dynamique-là. Et ça, c'est pour les entrepreneurs. Et puis pour les particuliers, c'est pareil. C'est-à-dire que un particulier dans sa vie ou dans sa vie relationnelle, si il n'est pas en accord avec lui-même, il va vivre dans une dépression. Dans un couple, c'est la même chose. Et dans son cheminement spirituel, c'est pareil. Donc nous, notre mission, c'est vraiment se dire, ok, comment accompagner justement ces transitions, surtout aujourd'hui. On l'a vu avec en 2020-2021, la crise du Covid. On a vraiment accompagné la transition. Avec toutes les personnes qui ont été, on a vraiment tout transformé. D'ailleurs, c'est là où Accélérateur de Business est né, puisqu'elle était avant en présentiel. On l'a passé en ligne pour aider les entrepreneurs. C'est là où je t'ai rencontré, pour être là au quotidien, pour se dire que peu importe des crises que l'on a, peu importe des turbulences, c'est pas ce qui fait qu'une entreprise fonctionne ou pas. Ce qui fait qu'une entreprise, oui. Et toi, tu en es la preuve vivante. Tu vois, Mélanie, c'est exceptionnel, parce que tu as, on va dire, lancé vraiment ton entreprise dans une crise. Pratiquement, quoi. Tu vois? Ouais, c'est vrai. et donc, ça montre bien que c'est pas la crise qui fait qu'une entreprise fonctionne, c'est la manière dont l'entrepreneur et toute sa psychologie et la manière dont il va se dévouer à son projet. Donc voilà. Aujourd'hui, Soul in the Mind s'intègre vraiment dans la transition. Mais à côté de ça, on a quand même un autre projet. C'est ce qui fait qu'on va vraiment se transformer cette année. C'est qu'en plus, autour de ça, moi, j'ai une vision très holistique de la vie, et je considère que quel que soit qu'on soit professionnel, qu'on fasse du business ou pas, nous sommes des êtres spirituels, et que dans chaque action que nous faisons, si nous y mettons du sens, alors effectivement, ce que nous faisons a du sens, et donc on ne peut être qu'à notre place. Et il est clair que dans, en tout cas, beaucoup de pays francophones et quelques autres pays du monde, la spiritualité est montrée du doigt, est jugée, et c'est un petit peu délicat et c'est difficile. Donc, à côté, on voudrait, notre mission, en tout cas, à partir de cette année, c'est aussi remettre à sa place la spiritualité dans un monde qui est en train de se déspiritualiser. Voilà. Donc c'est ça aussi, et donc on va le faire par, comme je l'ai expliqué dans ma vidéo de cette semaine, on va le faire en allant rencontrer des communautés perdus en haut de montagne, que personne ne voit, et aller communiquer avec eux et écouter le message qu'ils ont à nous transmettre. Ah, super. Voilà. Toute l'année 2023. Waouh. Je trouve que c'est intéressant que tu parles, tu vois, que notre civilisation aujourd'hui, en tout cas, je pense plutôt occidentale, est sur une sorte, de déclin spirituel. Et en même temps, tu vois, ce que j'observe, c'est qu'il y a aussi une reconnexion à une spiritualité peut-être plus ancestrale et moins, basée sur des religions qui se sont servies pour se transformer en pouvoir. Mais je trouve qu'en fait, c'est ça aussi les temps de crise, c'est que il y a les extrêmes qui se créent pour après se rejoindre. Et je trouve vraiment intéressant que tu abordes ce sujet. De toute façon, c'est une évidence, hein. Alors, moi, je viens d'Asie du Sud-Est, hein, donc j'ai une vision très asiatique aussi de la vie, on va dire. Hein. J'ai baigné dedans pendant 32 ans. Et tu vois, les hindous, ils parlent qu'on arrive à la fin d'une ère qui s'appelle le Kali Yuga. C'est une ère de turbulence. Et effectivement, dans cette ère, il y a énormément de difficultés, de peurs. C'est difficile de connaître le vrai du faux. C'est ce qu'on vit, en fait. Hein. Et mais en même temps, il y a des fenêtres disponibles pour pouvoir se réaliser et pour que nos âmes puissent grandir. C'est normal, ça va avec. Il va y avoir, comme il y a maintenant des personnes qui sont en perte totale de spiritualité, et puis d'autres justement qui vont chercher, comme tu le dis, du vrai sens à l'existence. Et pendant tellement d'années,
effectivement, les religions ont repris le terme spirituel pour elles, et ce qui fait que il y a des croyances limitantes auprès des religions, et ce qui fait que la spiritualité a été perdue parce qu'on l'a associée à la religion. Mais plus loin que ça, si on veut juste ramener le terme spirituel à sa vraie place, c'est juste savoir qui je suis, où je vais, et donner du sens à ma vie, rien d'autre. C'est-à-dire que c'est pas, il y a rien de particulier en fait. Mais plus loin que ça, c'est donner du sens à chaque chose que je fais. Et là, effectivement, dans ce cas-là, mon activité professionnelle est spirituelle. Ma relation de couple devient spirituelle. Ma relation avec mes amis devient spirituelle. Quand je vais acheter quelque chose, c'est spirituel à partir du moment où je lui mets du sens. Oui, merci aussi de permettre de se réapproprier le mot spirituel. Et on l'a tellement cristallisé et complètement séparé aussi, tu vois, de qui on est. Et comme tu dis, en fait, rien que en fonction de choisir tel ou tel produit à l'achat, c'est spirituel parce qu'on va mettre un sens ou non à un achat. Pour faire très simple, hein, et spirituel, tout ce qui n'est pas matériel. C'est tout. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on sort de la matière et on rentre dans la pensée, on rentre dans la spiritualité. C'est juste ça. Et tu vois, quand on fait, par exemple, si on parle de l'entreprise, je parlais avec mon équipe il y a 15 jours, 3 semaines, justement, pour notre transition, et je leur disais que je ne trouve plus de sens à ce que l'on fait, tel que nous le faisons. Et c'est ça qui est important, c'est-à-dire que comme je ne trouve plus de sens à ce que l'on fait, tel que nous le faisons, c'est-à-dire que si je continue ainsi, on peut, il y a des entreprises qui continuent juste pour le business, gagner de l'argent, et ça roule, quoi. Seulement, qu'on le veuille ou pas, l'entrepreneur lui-même, son âme va se faner à un moment donné, il va rentrer en dépression, il va être malade, il va être aigri, l'énergie avec la team, avec son équipe va être de moins en moins forte, et l'entreprise va commencer à rentrer dans un déclin. Et justement, lorsque l'on prend conscience que, moi en tout cas, qui suis le comment ça s'appelle, le fondateur de Seuil de Mind, si moi intérieurement, mais de la même façon avec mon équipe, je leur dis, si vous sentez que vous êtes plus à votre place, il faut l'exprimer. Et donc là, je me sentais plus à ma place, et donc j'ai fait part de mon ressenti. J'ai dit, ça donne plus sens, la manière dont on le fait. Et j'ai expliqué le nouveau sens, qu'est-ce qui pourrait me nourrir, et voir ce qui pourrait aussi les nourrir, bien sûr. Et on a trouvé un accord. On a fait l'expérience avec ma vidéo qui est sortie, où j'ai expliqué à toute mon audience hier, le 12 décembre, pourquoi est-ce qu'on allait arrêter sur YouTube tel qu'on le faisait, etc. Et le chemin qu'on prend. Et il s'avère que toute notre communauté nous a applaudi et est vraiment ravi. Donc, ça nous motive, comme je te dis, ça nous motive et ça nous montre que on est sur notre chemin, en tout cas. Et qu'on est d'accord avec notre communauté aussi. Ouais. Surtout. Et je sais que toi, tu entreprends vraiment avec, donc t'as ton équipe pour l'entreprise, mais tu entreprends aussi au niveau de ta famille. Je sais que tu as déjà fait une formation avec ta femme, au moins une, ça j'en suis certaine. Et puis il me semble que même ton fils, parfois, t'aide. Comment toi tu envisages justement le entreprendre ensemble? Je pars du principe que, en dehors de ta femme, de ton enfant, etc., je regarde toujours l'âme humaine. Nous sommes incarnés, et donc si j'ai une relation là avec ma femme, on chemine ensemble. Et chaque âme a une qualité d'âme. Et ce que j'aime en tant qu'entrepreneur, c'est toujours regarder les qualités de chacun et faire en sorte de les élever. Et donc c'est vrai que ma femme a une qualité exceptionnelle déjà rien quand elle parle, elle transmet de l'amour, elle est toujours en joie. Et elle est dans la contribution naturelle. Et c'est vrai que dans la relation de couple, ma femme joue un grand rôle aussi, puisque moi je suis vraiment beaucoup pris. Elle arrive à faire une sorte de temporisation, etc. Et donc on a fait avec ma femme justement la symbiose du couple. On a fait cette formation. On fait aussi des retraites méditatives ici à Bali où Gati fait de la cuisine, parce qu'elle est chef vegan aussi, donc elle fait la cuisine pour les participants. Et donc on aime cette symbiose de travailler ensemble, ou plutôt de collaborer ensemble, de co-créer ensemble. Et travailler comme ça avec des personnes de sa famille, ou même avec des freelances comme je le fais, c'est toujours la même chose, c'est se dire de qui est-ce que j'ai besoin. Alors déjà, il faut comprendre les besoins de l'entreprise, et il faut comprendre de quelle nature on a besoin. C'est-à-dire que on va pas embaucher quelqu'un pour un CV. D'ailleurs, moi quand je fais des embauches, je demande, je le marque même je dis, ne nous envoyez pas votre CV, il nous intéresse pas, quoi.
Ne nous envoyez pas vos diplômes, ça nous intéresse pas. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est pourquoi vous vous levez chaque matin, vos compétences, bien sûr, par rapport au poste demandé, mais voilà, ce qu'on veut savoir, c'est quoi le sens que vous donnez à notre vie, pourquoi vous levez chaque matin et pourquoi vous voulez venir nous rejoindre et quel message vous voulez transmettre au monde avec nous. C'est ça qui est important. Et lorsqu'on découvre la qualité d'une personne, ses forces, effectivement, on peut collaborer avec sans problème. Et moi, la plupart de mon équipe, en tout cas, le cœur de l'équipe, ils sont là depuis le début, quoi. Oui, donc ça montre, ça montre tout est là. Et pourtant, ce sont tous des freelances, hein. Attention, c'est ça j'ai choisi un business model où il n'y a pas d'employés. Je ne travaille qu'avec des freelances. Donc, ils sont éparpillés aux quatre coins du monde. Il y en a que j'ai jamais rencontrés vraiment. Hein. Ceux qui sont là depuis longtemps, bien sûr, on les rencontre. Là, on refait un meeting sur Bali, donc la plupart vont venir. Mais voilà, ils sont tous des freelances. Et j'ai choisi ce business model. Ça donne beaucoup plus de liberté et ça permet beaucoup plus de créativité puisque chacun est son propre patron. Et donc eux aussi, ils se mettent dans cette dynamique comme si c'était leur entreprise. Et c'est ce qui permet à une entreprise d'avoir une meilleure performance, en fait. En tout cas, à notre époque, je pense. Oui, et je pense que tu vois, c'est aussi un nouveau paradigme parce que pareil, j'ai déjà pris des freelances pour travailler sur mon entreprise et je trouve que c'est très responsabilisant que du coup de proposer des services à son nom. Et du coup, voilà, plein de freelances qui créent. En fait, ça crée aussi des grands égrégores. Enfin, je sais pas trop comment le dire, mais au final, où chacun contribue aussi pour l'entreprise de chacun. Et je trouve que c'est beaucoup plus responsabilisant et empuissançant aujourd'hui que le salariat comme on le connaît. En tout cas, la structure qui est possible dans nos sociétés actuelles. Et je pense vraiment qu'on est de plus en plus allé vers ça. Pour moi, là, c'est clair. Bah, c'est l'avenir, hein. Il est clair que le salariat va disparaître. On est en 2023, là bientôt, 2035, il y a presque plus de salariés, quoi. Le salariat, enfin dans les métiers principaux, va disparaître, va laisser place en fait justement à l'entrepreneuriat. Et nous, on le voit, ne serait-ce qu'ici en Indonésie, il y a encore un an, il n'y avait pas de visa nomade. Et là, ils font enfin un visa nomade, parce qu'ils ont vu que il y en avait de plus en plus. Et en plus, on peut venir à Bali travailler en tant que nomade sans payer de taxes. Donc, ça va affluer. Je le dis au passage. Voilà, c'est-à-dire qu'exempt de taxes complet, quoi. C'est-à-dire que la personne, elle vient bosser ici et elle paye pas de taxes. Et donc, si tu veux, c'est un nouveau mode de travail. Tu peux travailler n'importe où. Hier encore, je suis parti toute la journée avec mon ordinateur. Je travaillais dans 3 cafés différents, un en bord de mer, etc. C'est une autre façon de voir la vie, une autre façon de travailler, une autre façon de communiquer. Et comme tu le dis, puisqu'on a affaire qu'à des chefs d'entreprise, puisqu'un freelance est son propre entrepreneur, tu vois, automatiquement, il y a plus de responsabilités. Moi, les freelances, que ce soit samedi, dimanche, lundi, des fois on se parle le dimanche, c'est pas un problème. Des fois c'est jusqu'à 2h du matin. Puis des fois voilà, il y a pas vraiment d'horaire. C'est le freelance, il décide quand est-ce qu'il veut bosser et ça lui dérange pas. Et donc ça crée une autre dynamique. Et j'invite effectivement toutes les personnes qui se lancent. D'abord, ça coûte moins cher. À la finale, on va dire, c'est sûr qu'un freelance, tu payes plus cher. Voilà, c'est plus cher parce que tu payes une entreprise. Mais à la finale, quelque part, ça revient moins cher parce que tu as plus de rentabilité. Et donc, quand tu regardes le ratio de l'argent que tu dépenses et de ce que ça rapporte à ton entreprise, il faut mieux travailler avec un freelance, quoi. Et puis, quand tu veux s'arrêter, tu t'arrêtes. Et lui aussi. Ça va dans les deux sens. Exactement. Ouais. Et justement, tu as évoqué le fait que, par exemple, Pierre, tu as travaillé depuis 3 endroits différents. J'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de toi, ta façon de travailler. Toi, je sais aussi que tu as un grand attrait à certains sports qui, du coup, aussi créent ton équilibre de vie. Et tu m'as partagé aussi ton rythme annuel entre vacances et semaines de travail. Et je trouverais vraiment intéressant que tu nous repartages ici tout ça. Ben, je pense que pour pouvoir avoir un bon équilibre dans notre vie au quotidien, il faut avoir une vision holistique. Et cette vision holistique, elle part premièrement par son énergie personnelle. Et l'énergie personnelle, elle s'acquiert par le mouvement, par la nourriture, et puis par le temps qu'on va s'accorder pour soi.
Et donc, il est clair que moi, une journée type, on va dire, parce que c'est ça que tu me poses comme question, une journée type, bon, je me réveille le matin assez tôt, à 4h30. Des fois, quand je traîne un peu le soir, ça peut être 5h du matin. Je vais méditer le matin ou alors faire un peu de contemplation, quelques respirations, puisque la respiration, c'est important, ça nourrit, ça réénergise, on va dire, le cerveau et le corps. Et ensuite, c'est clair que je vais faire du sport. Alors, ça va être ou du kite s'il y a du vent, ou du kitesurf, ou du surf s'il y a des vagues. Là, par exemple, il y a pas de vent, c'est pas la saison du vent, donc ça va être du surf tous les matins. Sauf ce matin, parce que j'avais un rendez-vous pour un podcast avec une personne juste au moment où il y avait de la vague. Mais Oh voilà, donc, non. non, mais si, c'est pas grave. Et donc, je vais à l'eau tous les jours, hein, dans tous les cas de figure. Mais par contre, j'organise mon planning en fonction justement ou de l'état des vagues ou de l'état du vent. C'est-à-dire que mon calendrier, il est flexible. Tu vois, en ce moment, c'est le matin où il y a les vagues de 7h à 9h. Mais comme ça bouge toujours les marées, au fur et à mesure de la semaine, ça peut être mon temps de sport, il va être à 11h, à midi, à 1h, à 13h, à 14h, à 15h, à 17h, par exemple. Et ensuite, tout ce que j'ai de plus important à faire, je le fais le matin. C'est-à-dire qu'en règle générale, à 11h, je peux dire qu'à 10h ou 11h, j'ai fini ma journée. Quand je dis j'ai fini ma journée, ça veut pas dire que je vais arrêter de bosser ou quoi que ce soit, mais ça veut tout simplement dire que tout ce qui était vraiment important à faire aujourd'hui, je le fais. Et après, le reste, c'est que du bonus. Donc, ça permet, et ça permet de se sentir bien, de pas être stressé, de pas courir après, dire, ah là là, tout ce que j'ai à faire. Je ne crée jamais des to-do list, si ça peut vous aider. Parce qu'il n'y a rien de pire pour le mental de voir toute cette liste à faire à cocher. Par contre, j'ai un calendrier ce qu'on appelle des block time. Je crée des blocs qui durent à peu près 2-3 heures. Et pendant ce temps-là, je focus uniquement sur ce que j'ai à faire et il y a rien, pas de mail, pas de notification, pas de téléphone, rien du tout. Et c'est pour ça en fait que je pense que ça permet d'avoir une bonne productivité. Et pendant ces 3 heures, je fais des coupures toutes les heures à peu près, je m'arrête, je bouge, je vais respirer pendant 15 minutes et je reviens. Et ça me permet de donner un rythme à mes journées. Et ce qui fait que, en vrai, j'ai plein de temps de dispo, je peux encore lire, je passer du temps avec mes enfants, avec ma femme, et ça me permet de quand même d'être très productif, quoi. Autre chose, c'est que je programme toujours les points les plus importants de l'entreprise, c'est à peu près entre 3 et 4 mois à l'avance. Là, par exemple, on a notre planning qui est tout fait jusqu'au mois d'avril. De tous les webinaires, de toutes les choses importantes, des lives qu'on doit faire, etc. Tout est calé aux dates précises, 4 mois à l'avance. Et avant, on pouvait faire plus longtemps, mais maintenant, c'est plus possible, puisque tout change très vite. On sait pas ce qui va nous tomber sur la tête le mois prochain. donc, avant, on arrivait à travailler sur du 6 mois. J'ai même fait une époque pendant 1 an, des calendriers sur 1 an. Mais maintenant, c'est plus possible. Donc, on est descendu à 3 mois. Mais je vais jusqu'à 3 mois et demi, 4 mois, en général. Et donc, ça permet d'avoir une belle vision d'entreprise à tout le monde. Ça veut pas dire, attention, que le planning va être tenu. On est bien d'accord, quoi. Mais ça veut dire que on a une trame qui est bien, qui est carrée, et on se prend pas la tête si on n'arrive pas à. C'est pas, on n'est pas en train de courir après l'obligation. On a dit qu'on le faisait le 7 janvier. Si on le fait le 8, on le fait 8, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, comme tout le monde est au courant, on fait en sorte, chacun va pouvoir créer son propre calendrier en fonction des dates que, par exemple, si on a un webinaire à faire telle date, la personne qui va s'occuper de la page de lancement va s'en occuper, la personne qui va s'occuper des visuels va s'en occuper et va créer ses propres dates, quoi. Et donc, on revient sur l'autonomie personnelle, et la responsabilité de chacun. C'est que là, on n'a même pas besoin de dire, toi tu fais ça, toi tu fais ça. C'est automatiquement, c'est mis en place, quoi. Et quand il y a un bug, on le gère tout simplement. On dit ok, il y a un bug, on fait quoi avec? Voilà, c'est pas. Et puis quoi d'autre à te dire? Non. Et régulièrement dans la semaine, j'aime sortir de mon bureau et puis partir travailler à l'extérieur. Ça me donne une autre créativité. Ça permet de rencontrer du monde aussi. Et puis tu sais, quand tu es dans un autre espace, tout de suite, ton cerveau il travaille différemment. Voilà, j'aime bien y travailler de temps en temps dans des endroits où il y a plein de monde, café avec une musique différente, boire un thé vert, etc. Puis aller au bord de mer aussi de temps en temps, puis bosser au bord de mer. Puis voilà, quoi. Hier, je te dis, j'ai fait 3 endroits différents. Et pendant toute la journée, je suis parti le matin, il était 8h, je suis rentré le soir, il était 19h. Voilà, je bougeais à droite à gauche. C'était chouette.
Et tu m'avais partagé aussi ton rythme annuel que du coup j'ai un peu expérimenté là pour moi cet automne. Et pour moi en tout cas, je le réajusterai parce que c'est pas forcément ce qui me convient idéalement, mais pour aussi trouver mon propre rythme. Mais en tout cas, je trouve que ça peut inspirer. Et puis ça peut susciter aussi certaines réactions. Mais c'est vraiment intéressant que tu partages. Déjà, c'est clair que on doit prendre 3 mois de vacances à peu près dans l'année. Tu vois, les mois c'est pour ça que d'ailleurs sur les réseaux, souvent, enfin, il y a plus de vidéos au mois de juillet, août, enfin, même les formations, elles sont arrêtées. Décembre aussi, on prend un mois et demi de vacances où on aime aller visiter d'autres pays, d'autres lieux. Et puis on prend des week-ends aussi, des week-ends de vacances tous les, on va dire un mois et demi à peu près. On part. Enfin, quand j'ai des week-ends, des fois c'est rallongé. Hein. C'est 3, 4 jours, 5 jours. Ça, c'est vraiment important. Et je fais des retraites méditatives aussi chaque fin d'année, où je prends 5 jours, et puis à peu près tous les 6 ans, je fais des retraites de 22 jours, où là, je m'éloigne du monde en totalité. Je m'éloigne de tout ce que je fais, donc plus de téléphone, plus rien. Et je me recentre sur moi. Et pour redonner encore du sens, toujours cette question de sens à la vie, quoi. Et je pense que c'est important de s'arrêter. Combien d'entrepreneurs, et moi-même, hein, attention, je le dis, mais moi-même j'étais comme ça, hein, j'étais addict, on appelle ça en anglais workaholic, un truc comme ça. Ah oui. Hein, c'est ça, hein, workaholic, hein, pour faire le lien avec alcoolique, hein, c'est ça, workaholic. Et combien aussi moi-même j'ai été dans ce cas-là, c'est-à-dire bosser des 18 heures par jour, 14 heures par jour, sans s'arrêter. Que tu le fasses, qu'on le fasse, tout entrepreneur le fait. Hein. Faut pas, voilà, on n'est pas aux 35 heures, il faut le dire. Hein. Mais quand tu le fais, même pendant une période, c'est ok. Mais quand tu le fais tout le temps, pendant des années, ça va plus, quoi. Et souvent, on pense que si on s'arrête pas, on va pas réussir, alors que c'est l'inverse. Vraiment, moi j'ai découvert ça. Un jour, je me suis donné un coup de pied aux fesses. J'ai arrêté. Et c'est parce qu'on s'arrête justement qu'on devient plus performant et on a une meilleure clairvoyance et un meilleur état d'esprit, quoi. Et en plus, on est mieux avec nos collaborateurs. Oui, complètement. Et tu vois, je trouve, en tout cas moi cette année, bon, j'ai expérimenté beaucoup de choses parce que pour moi c'était voilà une année où j'ai expérimenté un autre modèle économique aussi, celui de la prestation de service. Et à partir du mois de mars, j'ai invité aussi des moments d'être au-delà du faire. Donc d'avoir la dernière semaine de chaque mois, une semaine un peu off, même si au final j'acceptais encore des rendez-vous. Donc j'ai pas réussi à vraiment que ce soit du pur être, mais c'est pas grave, c'était une expérimentation aussi. Et je vois à quel point c'est précieux parce que on pourrait se dire, d'accord, c'est une semaine de vacances, et en fait, c'est là où on a une créativité et plein d'idées pour son entreprise. Et vu qu'il n'y a pas de, je trouve qu'il y a beaucoup moins de biais que faut faire. Moi, tu me mets devant un ordinateur avec une page blanche, mais en fait, c'est paralysant. En fait, pour moi, je peux rien faire. Alors que quand je vais me balader, quand je vais avoir un repas avec quelqu'un que j'aime beaucoup, et ou juste en fait, je sais pas, ne rien faire ou lire un livre, c'est beaucoup plus stimulant, je trouve. Et en fait, l'intérêt, c'est vraiment de trouver un équilibre entre être et faire. Et là, cette fin d'année, j'ai pris quoi, trois semaines, je crois, de vacances là pour le coup, puisqu'en plus on va découvrir un nouveau pays. Et j'ai hâte de voir ce que ça va être, sachant que pareil, j'ai bloqué la première semaine de janvier, donc je vais pas commencer par le travail, je vais commencer par une semaine pour préparer en fait, pour introduire cette nouvelle année. Et j'ai hâte. Mais ça, c'est vraiment beau ce que tu dis, hein, de ne pas commencer son année par du boulot, quoi. Et c'est vraiment ça. Hein. Je te rejoins complètement avec ça. Nous, c'est pareil. En janvier, on démarre jamais par le boulot, quoi. On démarre par nous. Et c'est ça le plus important, quoi. Et c'est pour ça l'idée de partir de temps en temps et d'aller bosser en remote, un petit peu à l'extérieur, bah, c'est exactement la même chose que partir en vacances, quoi. Parce que tu changes d'environnement et donc ton esprit fonctionne différemment. Et c'est là où tu as une meilleure créativité. Ouais, c'est super précieux. Est-ce que tu aurais aimé savoir certaines choses quand tu te lançais? Bah, tout ce que je sais maintenant, à la base. C'est vrai que, alors, quand j'ai démarré au début, c'est vrai, sur Internet, c'était pas aussi facile qu'aujourd'hui non plus, hein. Enfin, il
il y avait pas autant d'outils, il y avait pas autant d'applications, il y avait pas autant de formations, donc on devait faire nos preuves un petit peu tout seul, tu vois, faire nos essais et erreurs aussi. C'est difficile dans un premier temps parce que ça demande de la confiance en soi, ça demande d'y croire. Voilà, il faut toujours avoir cette énergie de dire ok, c'est pas grave, on va y arriver. Mais en même temps, c'est vrai que ça permet de se forger, quoi. Aujourd'hui, on vit dans un monde où tout doit aller très vite. Et le problème, c'est que s'il y a des nouveaux entrepreneurs là qui nous écoutent, on peut pas aller vite dans l'entrepreneuriat, ça n'existe pas. C'est-à-dire que il faut juste savoir ça, quoi. C'est que ce qui va vite dans l'entrepreneuriat, ça tient pas dans le temps. Alors, on peut faire des gros éclats, enfin, on peut exploser une entreprise tout de suite, mais vraiment pour pouvoir la tenir, il faut que soi-même on ait des bases solides intérieures, qu'on ait une bonne construction intérieure pour pouvoir tenir, parce que c'est pas parce que on a 1 million d'euros là maintenant qu'on va avoir une super entreprise. Moi, j'ai déjà eu le cas où on avait beaucoup d'argent, on a investi dans des entreprises ici sur Bali, ça n'a pas fonctionné. C'est pas l'argent qui permet de faire une entreprise, c'est la manière d'être dans son entreprise. Et donc, oui, on va dire qu'aujourd'hui, si je devais recommencer, voilà, moi, c'est vrai que j'aimerais bien avoir les bases dès le départ. Si je devais recommencer à zéro, ça serait tout de suite les bonnes bases intérieures à avoir pour soi-même déjà. C'est-à-dire d'avoir quelqu'un qui me dise, ok, premièrement, si tu veux vraiment avancer dans ton entreprise, prends soin de toi avant toute chose. Sois sûr de pourquoi tu t'engages avant toute chose. Et essaye de te projeter dans 5-6 ans et regarde si ça tiendra toujours ton engagement. Ou c'est pas juste un comment ça s'appelle, un caprice d'aujourd'hui ou quelque chose d'un petit peu fashion, quoi. Ça, c'est la première des choses, c'est se retrouver en soi. Et puis le deuxième point, c'est tu vois, ça je l'ai appris un petit peu trop tard. C'est que vraiment, lorsqu'on se lance en entrepreneuriat, de toujours viser les hautes sphères, la haute performance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut pas dire vouloir être riche, c'est pas ça, mais c'est que de faire attention à chaque petit détail. Voilà, on fait une vidéo, on va pas faire une vidéo avec un mauvais son ou une mauvaise image. Tu vois, on va faire en sorte que le son soit propre, que l'image soit propre, que la position soit propre, que le storyboard de la vidéo soit bien travaillé. Lorsque l'on va faire, je sais pas, on veut créer un e-book que l'on veut partager à quelqu'un, c'est pas sur un Word juste comme ça et qu'on balance. Créer le visuel qui est derrière, envoyer un petit détail, faire part. C'est-à-dire que dans chaque chose que l'on fait, c'est une image de l'entreprise et donc de l'entrepreneur que l'on est, que l'on distribue. Et aller dans la haute performance, c'est aussi utiliser les bons outils. Aller dans la haute performance, ça permet tout simplement d'y arriver et de ne pas avoir de concurrence. Pourquoi? Parce que il y a un lot d'entrepreneurs, surtout depuis on va dire Internet, et vraiment beaucoup en ligne, mais qui font tout de façon médiocre. Il n'y a pas d'investissement, on essaye d'aller vite, il n'y a pas vraiment de suivi, et ce qui fait qu'il y a une forte concurrence avec cette masse-là. Alors pour pouvoir s'en sortir là-dedans, bon courage. Alors que dans la haute performance, il n'y a plus personne. Enfin, il y a très très peu de monde. Ce qui fait qu'il n'y a pas de concurrence. Ce qui fait que c'est beaucoup plus facile. Souvent, on me dit oui, mais non, tu te rends compte, ça va me coûter plus cher, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Je dis oui, mais à la finale, si tu restes dans la masse groupe, ça va te coûter plus cher parce que le peu que tu vas investir tout le temps va te revenir beaucoup plus cher que ce que tu aurais pu investir en une fois dans une autre démarche parce que tu vas toucher une autre audience qui va être plus proche de toi. Et voilà, donc pour moi, c'est vraiment les 2 points importants aujourd'hui. C'est de prendre soin de soi, vraiment, de savoir où on va, de comprendre ce que l'on fait, et de viser la haute performance et de pas viser la médiocrité, quoi. Vraiment. Merci, c'est super précieux. Tu as évoqué tout à l'heure l'argent. Il y a une question que je pose souvent à mes invités, c'est quelle est ta relation à l'argent? Et avant juste que tu répondes, excuse-moi, je me souviens au début de l'été, on avait fait une vidéo ensemble pour ton compte YouTube, et j'avais été surprise alors que on n'avait même pas parlé d'argent, je crois. Et il y avait eu beaucoup de commentaires, tu vois, sur des personnes qui étaient assez remontées contre l'argent. Et du coup, on en avait parlé un peu, toi et moi, en off. Et du coup, je trouve vraiment important aussi c'est pas parce qu'on est dans l'accompagnement que l'argent n'existe plus. Et voilà. Enfin, j'aimerais beaucoup avoir ton
ton avis, parce que tu as une entreprise qui est florissante. Enfin, tu as déjà brassé plusieurs centaines de milliers d'euros, je crois. Oui. Et tu sais ce que c'est. Et en même temps, tu as aussi une spiritualité et puis une intégrité, une congruence en toi qui est hyper solide. Donc d'avoir ce point de vue et d'avoir ta perspective, je pense que c'est très très précieux. Je me rappelle de l'interview qu'on a fait ensemble. D'ailleurs, c'est pour ça qu'un mois après, j'ai sorti une vidéo qui s'appelle L'argent, le business et la spiritualité. et voilà, comme ça au moins ça a été clair, tu vois. Et ensuite j'en ai sorti une autre derrière. C'est-à-dire les 3 vidéos derrière, c'était autour de l'argent. C'est pour pouvoir avoir de l'argent, il ne faut pas pour pouvoir avoir de l'argent, il ne faut pas en vouloir. Voilà. Et donc ma vision, elle est simple. Hein. L'argent, on en a besoin parce qu'on est dans un monde marchand. Le jour où on ne sera plus dans un monde marchand, eh ben on pourra dire au revoir à l'argent. Déjà, c'est simple. Tant qu'on a décidé d'être dans un monde marchand, l'argent est nécessaire. Parce que le système dans lequel on vit, qui que l'on soit, mais absolument qui que l'on soit, impose à avoir de l'argent. Le simple fait que si vous écoutez ce podcast aujourd'hui, c'est que vous avez bien un compte internet et vous payez bien un abonnement déjà. Vous avez bien au moins un ordinateur ou un téléphone. Et le pire, c'est que l'argent dans ce monde marchand est dépensé chaque seconde, même quand on dort. On a tous un frigo et il dépense de l'électricité tout le temps. On a tous un abonnement à je sais pas quoi qui dépense en fait de l'argent. Notre voiture nous coûte de l'argent chaque seconde puisque elle dépérit, etc. Donc quand on comprend ça, déjà on se dit mince, je vis dans un système où le centre de ce système c'est l'argent. C'est la même façon que nous, notre système corporel, il a besoin de nourriture. On aura beau faire ce qu'on veut, il faut lui donner de la nourriture. Et ben là, le système dans lequel on vit, l'argent a besoin de circuler. C'est la base. Ensuite, donc à partir de là, pour moi, j'ai une relation super fluide et super ok avec l'argent. Et comme avec ma femme, nous sommes dans la contribution, dans le sens où nous avons ici sur Bali, nous allons sur le terrain à chaque fois qu'il y a un tremblement de terre, un accident, une explosion volcanique, puis ben on est bien servi en Indonésie puisqu'on est sur la ceinture de feu, donc nous on a 3 tremblements de terre par jour dans toute l'Indonésie. On vit avec quoi, hein, les éruptions volcaniques, etc., les tsunamis. Enfin moi ça fait partie de notre lot. Et donc nous on est dans la contribution pour aussi aller apporter notre aide aux personnes qui n'en ont pas. Et il est clair que j'ai découvert avec les années que pour pouvoir aider les autres, faut avoir de l'argent. C'est-à-dire que pour pouvoir aider les pauvres, il faut être riche, tout simplement. Et donc voilà, à partir de là, je vais dire que la boucle est bouclée. C'est-à-dire que et puis aussi un dernier point qui pourrait vraiment être intéressant, parce que si on parle de la gratuité, hein, parce que c'est ce que tu évoquais, la gratuité en fait, elle n'existe pas dans notre monde, c'est impossible. À un moment donné, à un bout ou à un autre de la chaîne, il y a quelqu'un qui paye cette gratuité, puisque nous sommes dans un monde marchand. Si nous, par exemple, on fait une vidéo gratuite ou un podcast gratuit comme tu le fais. Mais en vrai, il n'est pas gratuit parce que tu as bien acheté du matériel pour pouvoir le faire. Tu as bien un abonnement à quelque chose pour pouvoir le faire. Tu as bien utilisé les applications pour pouvoir le faire. Et pour que tu puisses faire ce podcast gratuit, tu as bien des clients qui te payent pour des services et tu vas prendre une partie de ce que tu as reçu comme revenu pour faire ce podcast. Ou même si tu n'avais pas de clients et que tu es au chômage, il y a bien des gens qui payent pour que tu puisses avoir le chômage. Ces entrepreneurs d'ailleurs qui payent. Et donc tu prends bien une partie de cet argent du chômage pour faire des podcasts. Et donc, il faut bien comprendre que d'un côté ou à un bout de la chaîne, il y a toujours quelqu'un qui va payer la gratuité qu'on va donner. Et lorsque l'on a compris ça, on peut se dire, ok, c'est ok. L'argent, c'est pas un tabou. C'est souvent un tabou pour ceux qui ont du mal à en avoir. Mais la plupart de ceux qui ont du mal à en avoir, c'est parce qu'ils en veulent, en vrai. Et c'est pour ça que j'avais fait cette vidéo. Pour pouvoir l'argent, il faut pas en vouloir. C'est-à-dire que plus on va se diriger, lorsqu'on fait des demandes à l'univers, alors peut-être que tout le monde va pas capter ce que je vais dire, hein, parce que c'est encore une façon de vivre, mais lorsque l'on fait des demandes à l'univers en disant je veux avoir plus d'argent, en fait on est en train de donner comme information qu'on n'en a pas. Donc le retour que l'on va recevoir, c'est d'avoir ce sentiment de ne pas en avoir. Alors c'est pour ça que ma vidéo, j'avais intitulé que pour avoir de l'argent, il faut pas en vouloir. Alors que si à chaque argent que l'on touche, quel que soit, hein, donc quel que soit le salaire que l'on a à la fin du mois, que ça peut être 100 € par mois ou que ça peut être 15 000 € par mois ou plus, si on se dit ok, quelle que soit la somme que je touche, j'enlève un pourcentage de cette somme.
On est d'accord que enlever 1 euro sur 100 euros, ça va pas changer la donne. Vous êtes d'accord avec moi? C'est-à-dire, c'est même pour 100 euros, 1 euro, ça représente rien. Et la même chose pour 15 000 euros. Et donc, prendre cette somme-là, même si sur 100 euros, on enlève les 5 euros, ça représente pas grand-chose. Et donc, pour cette somme-là, on peut dire que cette somme-là, je la donne à d'autres qui n'ont pas ces 100 euros. Et là, quelle est la demande qu'on est en train de faire à l'univers? C'est qu'on a suffisamment d'argent, puisqu'on peut encore contribuer. Donc, la réponse qu'on va recevoir de l'univers, c'est qu'on va juste recevoir un surplus d'argent pour pouvoir continuer à contribuer. Est-ce que je veux dire? Ouais, et je trouve très beau, ça serait que la contribution, c'est une notion qu'on a beaucoup évoquée ensemble, puisque c'est très important pour toi et c'est très important pour moi. Et je me suis engagée à reverser un pourcentage de mon chiffre d'affaires qui est quand même notable, puisque c'est quand même 10%. Et je vois aussi, tu vois, que l'argent il y a vraiment cette notion de résonance, et quand on va mettre cet argent-là au service de projets dans lesquels on croit, ou en tout cas qui participent à l'émergence qu'on a envie de voir de ce monde, ou juste soutenir aussi parfois de l'humain ou la biodiversité, en tout cas, enfin là, c'est vraiment des espaces qui sont très importants pour nous. Encore une fois, on ne peut pas se rendre compte de l'impact que nous on a juste en tant qu'humains, mais il peut être tellement grand, et c'est pas forcément parce que c'est beaucoup. Ça peut être déjà 100 euros pour certaines personnes dans certains pays dans le monde, c'est énorme. Et un don de 10 000 euros à une association dans laquelle, enfin pour laquelle c'est très important pour nous, ça peut avoir des répercussions qui sont gigantesques aussi, en fait. Donc je trouve que ça renvoie aussi à la dignité humaine et à ce pourquoi on est là aussi. Il n'y a pas de petite contribution, hein. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que ici, on peut nourrir quelqu'un avec 70 centimes. C'est possible. 1 euro, c'est déjà bien. Mais 70 centimes, tu peux nourrir une personne pour un repas, je vais dire. Hein. C'est possible avec du riz, un petit peu de tofu, du tempeh, et c'est possible de manger. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de petite contribution. C'est pour ça que, tu vois, quand tu dis 10%, et pour moi, je pense que pour tout entrepreneur qui se respecte, c'est ce qu'il faut, en fait. Hein. C'est vraiment ça. Dans le sens où, alors c'est pas obligé de le donner tous les mois, mais tu peux avoir ta cagnotte, et puis quand le moment est venu, tu sors cette cagnotte pour pouvoir. Nous, c'est ce qu'on fait. Hein, c'est-à-dire que on n'est pas une association avec ma femme où on est là tous les mois. Seulement, on reçoit aussi de l'argent aussi de personnes qui contribuent aussi avec nous. Nous, on met aussi pareil 10% de notre entreprise. Mais ce que je fais, c'est que ces 10%, en fait, ils travaillent en plus. C'est-à-dire que ce qui fait que ça fait beaucoup plus que 10%. Et au moment venu, quand il y a des tremblements de terre, on ressort cet argent tout de suite. Voilà, elle sert à ça. Et encore une fois, tant qu'on est dans un monde marchand, il faut comprendre que pour pouvoir aider son prochain, et donc pour s'aider soi-même, pour être bien, on a besoin de cet argent. C'est une nécessité. Et donc, rester dans le déni vis-à-vis de ça, ou alors c'est ok, hein, c'est-à-dire que chacun vit comme il veut. Hein, mais après tout, moi, je suis pas en train de dire qu'il faut voilà. Je suis pas une personne qui court après l'argent. Seulement, il est clair que j'ai toujours fait en sorte d'en avoir largement suffisamment, et de ne jamais avoir à me poser la question de dire mais comment est-ce que je vais finir à la fin du mois. Parce que si je me pose cette question, déjà je serai en stress, je pourrais pas contribuer convenablement, je pourrais pas être heureux aussi dans ma vie, et j'aurais moins de créativité parce que mon esprit serait ailleurs. Parce que qu'on le veuille ou pas, si on n'a plus d'argent, je ne connais pas à un moment donné, même si moi je rencontre des personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent ici en Indonésie, mais il est clair qu'ils en voudraient tous un petit peu plus, ne serait-ce que pour mieux manger, pour mieux dormir. Et comme l'argent est quand même on va dire la source principale du système marchand, il est clair que dès qu'on en a moins ou dès qu'on en a plus, ben notre cerveau est dirigé dans une autre dynamique et ailleurs de ce qu'on voudrait faire, quoi. Et on le fait pas de la même manière. Exactement. Et moi j'ai vécu une expérience très intéressante cette année. C'est que c'était une année avec un grand cheminement sur l'argent, puis ça continue sur à chaque fois des nouvelles perspectives. Mais le 21 juin, je me souviens de la date, je me suis retrouvée pour la première fois de ma vie à découvert. Alors à découvert de 40 euros, hein, donc ça va. ça allait. Mais en fait, j'en ai pas. Ça a été pour moi
vraiment horrible. C'est-à-dire que j'en ai pleuré. Alors, il y en a sûrement qui, quand ils vont entendre ça, ils vont rire parce que peut-être qu'ils sont à découvert de beaucoup plus. Ou alors ils vont se dire, bah, c'est mignon, mais 40 €, c'est rien. Mais en fait, c'est là où j'ai vu que j'avais tellement, mis des pensées comme si j'ai de l'argent, je peux vivre. Donc, le jour, en fait, où je me suis retrouvée sans argent, ben, j'avais le contraire, c'est quoi? C'est la mort. Et bon, à 22 h, je me suis rendu compte que j'étais encore vivante et que tout allait bien et que la terre continuait à tourner et que je pouvais encore manger parce que j'avais des choses à la maison et que c'était pas grave, en fait. Mais, mais c'est fou aussi de voir comment, tant qu'on n'a pas pris conscience de pas mal de choses autour de l'argent, comment ça nous euh, tire vers le bas. Ça vient aussi vraiment nous appuyer sur plein de peurs. C'est très primitif aussi. Mhm. Et, et puis c'est facile de faire l'autruche quand on a juste ce qu'il faut. C'est ça. Mais on n'a Mais pas après, toujours pour en ce qu'il faut. avoir, et voilà, et après avoir cette longueur d'avance, comme tu évoquais, d'en avoir largement assez, c'est un autre cheminement. Mais je trouve que déjà de traverser le, il y en a plus. Concrètement, je fais quoi? Et qu'on se rende compte qu'en fait, on est encore vivant et que la vie va bien et que c'est pas ça le plus important. Euh, Ça permet aussi de vachement relativiser et c'est un tremplin pour autre chose. Mais tu sais, le juste qu'il faut, c'est très dangereux parce que on le voit hein, là avec les crises qu'il y a en France pour l'énergie, l'électricité, le gaz, qu'il y a eu le Covid, etc. L'inflation, tout ce qu'on est en train de nous mettre dessus. Le juste qu'il faut, il tient plus. Et, et, euh, et le juste qu'il faut, comme tu le dis, il s'acquiert parce que on dit non, moi je veux juste avoir ce que j'ai besoin, ça me suffit. Mais ça, c'est sûr que d'abord c'est pas un esprit d'entrepreneur, hein, cette démarche, parce que l'entrepreneur, lui, il est pas dans cette démarche-là. L'entrepreneur, il a une entreprise à gérer, et il sait très bien que pour avoir une entreprise qui gère, à gérer, il faut aussi avoir des fonds d'avance pour justement gérer les crises. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, on disait qu'il fallait 6 mois d'avance pour une entreprise pour que ça soit bien, enfin en fonds de roulement. Bon, aujourd'hui, c'est un peu plus difficile d'avoir 6 mois d'avance pour les entreprises. Mais déjà, si on arrive à avoir 3-4 mois d'avance, c'est-à-dire que si l'entreprise s'arrête total, c'est-à-dire qu'il n'y a plus une seule rentrée, on peut continuer à la faire tourner pendant X temps, quoi. Et je pense que ça, c'est important pour toute entreprise qui se respecte parce que voilà, si à un moment donné ça s'arrête, de pouvoir quand même perdurer dans le temps, même en réduisant, etc. Et ça donne une forte stabilité intérieure aussi. Donc voilà, enfin mon message que j'aurais à passer par rapport à ça, c'est soyez zen vis-à-vis de l'argent, c'est ok quoi. C'est-à-dire que l'argent c'est là, ça doit être circulé, ça doit être dépensé. Plus vous allez le dépenser avec sens, hein, bien sûr, ça sert à rien de le jeter. Mais là encore, moi je suis aussi dans cette démarche quand même de dépenser moins mais mieux. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que moi, quand j'entends quelqu'un qui dit oui, tu voudrais acheter, je sais pas moi, ce téléphone qui coûte moins cher, etc. Il dit attends, tu peux acheter un téléphone de meilleure qualité, tu vas le garder 10 ans ou 5 ans ou 6 ans, alors que celui-ci dans un an il est mort quoi, parce qu'il va pas être solide. Une caméra c'est pareil. C'est comme toi, on est dans l'audiovisuel, je vais jamais acheter un appareil photo où je sais que dans le temps ça tiendra pas. C'est-à-dire que je prends le temps avant d'acheter. Ça coûte toujours plus cher, c'est vrai. Des objectifs qui prennent du temps, mais moi j'ai des objectifs, ça fait 10 ans que je les ai et on n'a pas besoin de les changer parce qu'ils sont ultra performants quoi. Par contre, à la base, ils nous ont coûté 10 000 €, 15 000 € au lieu de 1 000 €. Mais ceux de 1 000 €, à un moment donné, ils disent non, mais en fait ça va pas, il faut en acheter un autre. Ah il me manque ça, il me manque ci, et voilà. Et au final, ça coûte plus cher. Et au final, ça coûte plus cher. Voilà. Alors que si on achète un bon micro, etc., le micro, tu vas le garder à vie, puisque s'il fonctionne bien maintenant, il fonctionnera bien demain. C'est ça et puis la qualité dont c'est fait. Donc vraiment dépenser moins mais mieux et se faire plaisir quoi. Parce que c'est dans la même dynamique. Hein. Plus on fait circuler l'argent, plus on se fait plaisir, plus on envoie comme information déjà à nous et à l'univers que on est bien dans cette dynamique là et que on manque pas. Donc c'est pas une demande de manque que l'on fait, c'est une demande de surplus. Et donc on reçoit toujours ce surplus. Surtout si en plus le surplus on en donne une partie pour contribuer. Et c'est vrai que la relation avec l'argent devient tout autre quoi. Merci pour cette perspective. Si je peux rajouter, si tu peux me permettre juste une petite minute de plus, mais comme pour moi, ce sont les entrepreneurs qui peuvent créer des changements dans le monde. Il n'y a rien qui a été fait par les États. Hein. Il n'y a rien qui a été changé dans le monde par les États. Tout ce qui a été, toute l'évolution qu'on a vue technologique, même de spiritualité et autres, sont faits par des entrepreneurs.
Et un entrepreneur, pour pouvoir amener quelque chose de nouveau, a besoin aussi de fonds. Nous, je vois, par exemple, une vidéo YouTube, c'est entre 500 et 700 euros à peu près, qu'on met sur YouTube. Quand on va faire des documentaires, faut pas croire que ça va nous coûter 500, 700 euros. Ça va nous coûter beaucoup plus cher. Faut prendre des avions, se déplacer, retrouver des gens, des porteurs, je sais pas moi, des voitures, monter là-haut, toute l'équipe de montage, revenir. Enfin, tu vois, c'est une autre dimension. Mais et en fait, c'est pour faire passer un message. Mais pour passer ce message, on a besoin de fonds, en fait. Tu vois. Et encore une fois, si vous êtes entrepreneur, même si vous travaillez seul, hein, savoir qu'à un moment donné ou un autre, vous allez vouloir offrir un message plus grand au monde ou aux personnes qui vous entourent. Donc pensez à ça dès maintenant, quoi. Merci de planter des graines. J'ai une question que je pose à chacun pour clôturer notre échange, et je vais te la poser aujourd'hui. Qu'est-ce que tu penses qui arriverait si chaque personne de cette planète se donnait la permission d'entreprendre sa vie? Ouais, j'en ai des frissons quand tu me dis ça. Ben, à partir de là, on rentrerait dans une grande forme de liberté. On serait plus, on vivrait plus notre vie sous forme d'esclavage comme on vit là. À partir du moment où on s'autorise à être, je parle pas de faire, hein, à être ce que l'on est, notre vie prend le sens qu'elle doit avoir. Et là, je donnerai juste le mantra. Et à ce moment-là précis, rien ni personne ne pourra atteindre l'intégrité de l'être que l'on est. C'est-à-dire que dès qu'on décide d'être ce que l'on est, ni aucune institution, aucune religion, aucun État, aucune personne ne pourra venir changer votre intégrité. Donc imaginons qu'il y ait 8 milliards d'êtres humains qui soient ainsi. Tout le système tel que l'on le connaît s'effondre de lui-même, naturellement, puisque on n'est plus assujetti dans l'attente de quelque chose d'autre, puisque on vit ce que l'on a. Et j'invite fortement à être dans cette dynamique-là, parce que ça changerait la face du monde, en fait. Mais on s'y dirige, hein. Si tu regardes, en fait, on s'y dirige, puisqu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs et d'entrepreneurs qui vivent ce qu'ils ressentent au fond d'eux. De toute façon, les autres, ils n'arrivent pas à tenir, donc ils seront bons au bout de 5-6 mois. Mais ceux qui restent, ils vivent vraiment leur passion au fond, ils vont jusqu'au bout d'eux-mêmes, peu importe ce qui se passe, ils y croient. Tu vois, là, ce qu'on fait, on fait un gros changement, on change de ligne de communication, on peut avoir plein de personnes qui vont partir. Et c'est OK. Pourquoi? Parce que ça résonne. En tout cas, ça résonne en moi fortement, ça me pousse, c'est une appel de l'âme. Ça résonne aussi avec l'équipe. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'on va au bout de ce qu'on est, on va au bout de nos rêves, au bout de nos convictions. Et je pense que chaque entrepreneur, c'est vraiment ce message que chaque entrepreneur doit donner au monde. C'est d'aller au bout de soi-même. Parce que ceux qui ne le sont pas encore vous regardent. Et chaque entrepreneur devient un exemple, en fait, à un moment donné. Parce que l'entrepreneuriat, c'est pas la course au business et à l'argent, quoi. C'est aller à la rencontre de soi vraiment et oser affronter ses craintes, ses peurs et ses croyances limitantes. Souvent, on a une vision de l'entrepreneuriat où on a l'impression, oui, c'est bon, c'est de l'argent, etc. Et puis on y va et on fait notre business et ça fonctionne. Non, les craintes, les peurs, les croyances limitantes, les doutes d'un entrepreneur sont extrêmes. La solitude de l'entrepreneur aussi, faut pas l'oublier. Et donc c'est un autre chemin spirituel pour moi. Ouais, c'est marrant parce que c'est un peu la boucle bouclée. On avait beaucoup évoqué cette notion lorsqu'on avait enregistré là pour YouTube avec toi. Et comme j'avais dit, je pense que l'entrepreneuriat, au même titre que la famille ou les relations amoureuses, c'est un des domaines où il y a un travail sur soi qui est nécessaire. Et en tout cas, une invitation forte. Il est obligatoire. Ah non, c'est obligatoire. Quel que soit l'entrepreneur, c'est obligatoire de faire un vrai travail sur soi, d'aller en profondeur au fond de soi. Vraiment. Et du coup, par la même occasion, c'est aussi un espace de découverte qui est gigantesque. Extraordinaire. Merci infiniment, Mika. Merci à toi, Mélanie. Merci beaucoup. Comment on fait pour découvrir ton univers, pour travailler avec toi? Bah, c'est simple, hein. Faut aller sur soulinamind.com et il y a tout. Après, voilà, là vous avez tout. Après, il suffit de taper Mika Deniso sur Google et trouver le YouTube, vous allez trouver les Facebook, etc. Et voilà. Vous allez trouver tous nos réseaux en tapant Mika Deniso. Sinon, le site c'est soulinamind.com. Et puis évidemment, je rajouterai dans l'explication, la description du podcast, tous les liens pour te retrouver. Merci. Voilà. Merci beaucoup, Mika. Peut-être qu'un jour on se rencontrera à Bali, toi et moi. Oui. ou nous vers là où tu es. Il n'y a aucun problème.